cari colleghi e studenti, vi prego scusarmi se tengo il mio berretto e la mia abitudine, come è la mia abitudine di improvvisare, però la mia ignoranza della lingua italiana mi obbliga di leggere il testo del mio intervento in francese, contrario al mio desiderio e alla mia abitudine. Dapprima però vorrei tentare di pronunciare qualche parola nell'italiano per ringraziarvi della vostra presenza e più particolarmente Paolo Montana a causa per la sua accoglienza e la sua ospitalità a Milano, che non conoscevo fino ad oggi. L'ho solo attraversata e spero in questa occasione di scoprire meglio. Sono lietissimo di essere qui con voi, ma vorrei per cominciare precisare che anche se sono autore di qualche libro sull'infanzia e sull'educazione, non sono assolutamente uno specialità del tema che tratteremo oggi. Sono troppo vecchio per avere l'esperienza della gioventù attuale, la nuova gioventù, come diceva Pasolini, la nuova gioventù, delle forme recenti dei suoi comportamenti. Dovrei essere io piuttosto ad imparare e a farmi educare senza violenza. Allora, come presentazione d'apertura, mi limiterò a fare qualche osservazione in forma di associazioni libere, quelle che il tema a proposito mi hanno suggerito. Spero che possano risvegliare la riflessione, se non proprio la orientale, e conto sulla vostra indulgenza. Grazie molto. Ricordo che per chi ha la cartelletta trova all'interno la traduzione della relazione, comunque verrà proiettata. La violence, alors leggo. La violence au gré des dispositifs d'éducation, ou non, violence de la jeunesse.
Violence dans la rue, violence au foyer, à l'école. Comment lutter contre cette violence, comment la maîtriser et la prévenir? La question est actuelle, pressante, mais elle ne date pas du tout d'aujourd'hui. Pour ne pas remonter trop loin dans le passé, elle évoque des images qui ponctuent son parcours et qui marquent peut-être sa naissance, son émergence contemporaine tout au moins. Je pense essentiellement aux images cinématographiques, celles qui nous imprègnent, celles visuelles, et surtout les images sonores de, par exemple, Graines de violence de Richard Brooks, avec le célèbre tube Rock Around the Clock, inaugural, peut-être de l'introduction du rock en France et en Europe, d'ailleurs également. Le film date de 1955, c'est donc une époque fort lointaine pour vous, en général, vous n'étiez pour la plupart pas nés, et aussi, même les éducateurs aussi n'existaient pas à cette époque. Donc c'est une sorte de préhistoire. Mais c'est aussi antérieurement, avant la guerre, qu'il faudrait chercher la question, la problématique de la violence avec les films Rue, Sans joie de William Wyler, qui date de 1937, l'entraînement des gamins de rue à l'imitation des gangsters, et j'en passe, le célèbre Sciuscia de Vittorio De Sica en 1947, immédiatement après-guerre, qui avait attiré l'attention d'ailleurs de Jean Genet sur la délinquance issue de la destruction de l'ancienne société, comme le faisait presque simultanément aussi Pier Paolo Pasolini, dans ses deux romans, Ragazzi di Vita et Una Vita Violenta. Les deux posaient sur cette enfance, sur cette adolescence, un regard aimant, poétique, ainsi que de l'autre côté de l'Atlantique, Luis Buñuel avec Los Olvidados en 1950 au Mexique. Un renard aimant, je dis, un regard généreux, confiant dans les forces de la jeunesse, avec son énergie vitale, la présentant en images propres à gagner la sympathie du spectateur par la grâce de sa beauté dans le film, un regard dont la valeur pour nous rétrospectivement et surtout de n'avoir pas été outrageusement pédagogique, je veux dire opérant une ségrégation et un rejet, bien qu'il laisse entrevoir qu'un conditionnement historique et social différent, une autre disposition des adultes, un nouveau dispositif relatif à l'enfance, mot dispositif que j'emprunte à Michel Foucault, qui serait propre à résoudre des problèmes qu'il appartenait aux adultes de prendre en charge et de reprendre, et de résoudre en compte, de reprendre en compte, je veux dire, et de résoudre. L'essentiel était l'enfance, selon son authenticité, dans sa violence, fût-elle une violence criminelle. Alors, différente, pourtant, c'est ça, surtout autre, semble en regard la situation immédiatement contemporaine, celle que nous avons sous les yeux, que nous vivons, celle à partir de laquelle se laisse entrevoir notre problème. La violence de la jeunesse, je veux dire par là, la violence de la jeunesse présentée dans ces films d'une façon aimante et poétique, on pourrait dire qu'à l'heure actuelle, elle n'apitoie plus, elle ne séduit plus, mais elle inquiète, elle fait peur. Il n'est question que de s'en garantir, de l'éradiquer selon des mots que l'on a entendus à la radio et à la télévision parfois. L'éradiquer avec elle du même coup, son suppôt, je prends ce mot, comme on dit, suppôt du diable, c'est un mot diabolique, qui est diabolique et qui diabolise ce dont il parle. L'enfant est moins ressenti comme un être souffrant dont nous aurions la charge que comme un adversaire. Il fait peur, il est l'ennemi, il est notre ennemi.
On n'a que devoir l'isoler des adultes pour mieux le protéger et le garantir contre leurs agressions, le mettre à l'école dès le début du XIXe siècle. D'ailleurs, c'est ancien. Pour le libérer du travail, mais il est devenu inconnu, étranger, l'étranger. Et voici qu'il se retourne contre nous. À l'apitoiement vient succéder une sorte de xénophobie de l'enfance. Je ne sais pas, on pourrait dire une païdophobie, si on pouvait construire le terme de cette façon sur le grec. Du même ordre que la séparation, la distinction devenue banale entre l'idéal douceâtre, politiquement correct, d'une non-violence, censée inhérente aux apports humains naturels, et le fantasme d'une violence tout entière condensée, contractée, projetée dans l'étranger, inconnu et redoutable. L'étranger réel, d'ailleurs dans tous les pays, devient aussi quelque chose du même ordre, appartenant au phénomène de l'exclusion. Condensé en gestes, en mots rogues, ignobles, qui forment un repoussoir de cette non-violence polie dont on nous berce et dont la logorie médiatique entretient toujours l'illusion, à travers les visages même, toujours bonasses, paternes de ceux qui parlent. Si l'enfance, la jeunesse sont devenues et proclamées ennemies, ce n'est pas tant qu'elles sont devenues plus violentes, d'ailleurs. C'est que c'est modifier le regard posé sur elles. C'est ça l'essentiel. Le problème n'est pas particulièrement est-ce que l'enfance ou la jeunesse est plus violente qu'avant. Au fond, tout se balance. Nous n'en savons pas trop rien. Je ne l'ai pas écrit ça, je le commande. Mais ce qui a changé surtout, c'est le regard qu'on pose dessus. C'est ça le problème. C'est ça notre problème, c'est le regard que nous posons dessus. Ou si l'on préfère le dire autrement, plus encore que le regard, mais l'accompagnant d'ailleurs, le soutenant, l'organisant, le rendant possible, je reprends ce mot à Foucault, le dispositif qui les a rendus, qui a rendu l'enfance et la jeunesse étrangères et hostiles. Ce complexe de circonstances, alors le dispositif, complexe de circonstances, de causes, d'effets, grâce auquel, à l'intérieur duquel, l'enfance, même la jeunesse, devient visible et se produit. Nous avons, si l'on veut, un phénomène, je commente également, de production, justement, de cette nouvelle jeunesse. Pasolini, je fais appel à vos souvenirs, avait écrit justement sur la Nuova Juventus. Or là, c'est à la fois la même, quelque chose de nouveau également depuis Pasolini, qui est mon contemporain. Il est né comme moi en 1922, et malheureusement, il est notre ancêtre parce qu'il a été assassiné en 1975. Mais enfin, je me réfère à lui comme étant quelqu'un qui avait bien vu ce phénomène d'une profonde transformation, mais il la mettait dans la jeunesse. Moi, je la mets au contraire dans le regard que nous portons dessus. Car il y a bien une véritable production de ces suppôts du diable, que sont les jeunes, qui sont hostiles et intraitables. Et notre tâche est bien en premier lieu de repérer ce dispositif, de chercher à comprendre comment il s'est constitué. C'est seulement à partir de là que l'on pourra espérer quelques réponses à la question ou quelques solutions au problème. J'insiste là-dessus, quitte à être redondant, parce qu'à mon avis, c'est cette inversion du problème qui est essentielle. Quel est le dispositif, quel est le regard qui ont constitué l'enfant et la jeunesse comme étrangers et hostiles? Question simple qui pose notre problème et qui sollicite, qui appelle notre solution, si tant est qu'il y ait d'ailleurs une solution. Comme disait Deleuze, en suivant sur ce plan-là Bergson, Gilles Deleuze, philosophe contemporain,
en suivant Bergson, le problème importe avant tout, et il y a souvent des faux problèmes d'ailleurs aussi. Il s'agit de démasquer les faux problèmes et ne pas s'aventurer dans les faux problèmes. C'est ma position à moi. Analyser les formes de la violence, savoir si un tel est plus violent que l'autre, savoir qu'est-ce que sont tout ça, c'est des faux problèmes. Le véritable problème, c'est l'autre, c'est-à-dire la façon dont on a constitué tout à coup la jeunesse en ennemi. Le dispositif, donc, avant tout, est la chose qu'il est nécessaire de comprendre. Pour ce faire, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, mais je veux quand même continuer, remplir le temps qui m'est imparti pour faire plaisir également à Paolo, qui est un excellent ami. Donc, je ne dis pas par complaisance, mais enfin pour l'amuser un petit peu. Pour ce faire, je ne saurais m'appuyer sur les pédagogies modernes qui, quelle que soit l'excellence de leurs intentions, sont plutôt remarquables par leur échec généralisé. J'essaierai simplement de tracer quelques lignes et de donner quelques repères. Ainsi, pour plus de commodité et de clarté, vais-je choisir quelques repères dans la littérature ou l'art, parmi ceux qui m'ont le plus aidé, le plus frappé au cours de mes recherches. Et je condense sur 3, c'est assez artificiel. D'ailleurs, on pourrait en chercher d'autres, avoir d'autres repères. Là aussi, j'improvise, je dis, là, dans le train, en venant de Paris, je relisais, parce que je l'avais trouvé d'occasion, un livre d'un auteur français du début du XIXe siècle qui s'appelle Roger Martin Dugard, qui a écrit Les Thibauts. C'est un grand roman fleuve, une sorte de saga familiale où il y a un jeune enfant qui est mis dans un pénitencier. Bon, on pourrait chercher également dans ce pénitencier, c'est-à-dire prison pour enfants. L'administration de ce pénitencier au début du XIXe siècle, ça serait aussi un point d'appui, mais je ne le fais pas. Non, là, oui. Oui. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas écrit, ça. C'était comme ça, je l'ai improvisé. Oui, c'est ça. Oui. Ha detto che venendo qua a Milano in treno ha letto un libro. C'est ça, c'était un roman du début du XIXe siècle français de Roger Martin Dugard. Roger Martin Dugard che parlava di un bambino chiuso in una prigione per l'infanzia. Mais enfin, on en parlera. Alors, ce ne sont pas des pédagogues, maintenant je lis, mais plutôt leur contraire, des outsiders, des marginaux. Il s'agit de mes références familières à Fourier, Charles Fourier, à Jean Genet et à Pasolini, que je viens de citer. Ce sont eux qui m'ont fourni ces amarres, ces points remarquables, dont certains pourront paraître choquants ou contradictoires d'ailleurs, et même inconciliables avec les idées reçues, et qu'on dit aujourd'hui des idées consensuelles. Mais c'est pour cela même que je les cite, pour leur absence de consensualité, pour leur caractère, comme on dirait aujourd'hui, non politiquement correct. Les 3 dans l'ordre, Genet, Pasolini, Fourier. Genet, avant l'enfant criminel, et un article qui s'appelle « Violence et brutalité », qui est apparu dans son recueil « L'ennemi déclaré » à sa mort en 1987, je crois. Fourier avec son éducation harmonienne et Pasolini dans les Lettere lutheriane et les lettres luthériennes qui ont été traduites également en français très récemment. Ce sont des points remarquables pour le tracé d'un dispositif qui a conduit l'éducation contemporaine dans l'impasse où elle se trouve, dans cette rue sans issue sur laquelle nous nous lamentons, sans oublier que cette rue sans issue
pitoyable, déplorable dépotoir de tous les fiascos, si l'on se place du point de vue pédagogique, peut ouvrir aussi, à son tour, comme l'Einbahnstraße de Walter Benjamin, traduit en français par sens unique, je ne sais pas comment en italien c'est traduit, Einbahnstraße, c'est peut-être senso unico, peut-être c'est possible. Les portes de l'imaginaire, pour qui s'intéresse à l'enfant, hors famille, hors école, sachant au cœur de son abandon même s'aventurer et s'exposer au soleil de la création et à celui de la vie. Brève parenthèse, une exorde, alors je passe très rapidement parce que j'ai prononcé le mot de dispositif. Deleuze, qu'est-ce qu'un dispositif? Deleuze écrit dans Deux régimes de fous, qui est un recueil récent paru après sa mort, c'est un écheveau composé de lignes de nature différentes se croisant, soumises à des variations. Chez Foucault, il s'agit de la combinaison de trois instances capitales, celle du savoir, celle du pouvoir et celle de la subjectivité. C'est-à-dire au niveau de ce dispositif de l'enfance, il y a des relations de savoir, de pouvoir et des créations de subjectivité nouvelles qui se constituent. En l'occurrence, concernant l'enfance et son éducation, le dispositif auquel elle entre et auquel elle est soumise, qui la constitue et la produit au sens propre pour les temps modernes, a été celui d'une intégrale visibilité d'un panoptique qui a pour objet sa pédagogisation intégrale. C'est à ce niveau-là même, je crois qu'il faut saisir ce nouveau regard et cette nouvelle constitution. Que l'école soit concrétisée ou non sous forme d'un bâtiment spécialisé, c'est ce dispositif qui a été en cours depuis la naissance jusqu'à la fin des études et a tout concerné du sexe jusqu'aux exercices d'examen. Le dispositif contraint et le dispositif forme, produit, ai-je écrit à la suite de Foucault et de Deleuze. Tel dispositif, tel enfant, pas plus immuable l'un que l'autre. Ou si l'on veut résumer, contracter à l'extrême le thème de la violence dans les rapports à l'éducation, on reconnaîtra aisément trois lignes entrelacées, une violence ou une contrainte propre au dispositif éducatif lui-même, avec divers degrés d'intensité, la violence réactive de qui y entre ou qui en sort, les modalités de cette violence extérieurement visible, celles qui apparaissent, pourrait-on dire, entre les deux termes, le dispositif et son suppôt ou support ou sujet. Et c'est cette dernière, je crois, qui forme plus précisément notre problème, cette forme nouvelle où le jeune est devenu l'ennemi. Comment s'y repérer? D'où mon recours à ces guides et à ces phares, je mets ce mot en relation avec le poème célèbre de Baudelaire, Les phares, qui choisit parmi les artistes peintres, mais là, on pourrait dire qu'il y a aussi des phares parmi les littérateurs. Alors je prends également Genet, le plus provocateur et dans un certain sens le plus intenable de tous ces phares à indiquer ce qu'il faut, dans quel sens on peut analyser le problème, je veux dire en équilibre sur la crête instable du dispositif qu'il rejette en même temps qu'il le dessine et en quelque sorte le justifie. Je m'appuie sur Genet dans L'enfant criminel, qui est un texte qu'il a écrit pour la radio mais qu'il n'a jamais prononcé étant donné sa violence. Elle a été préenregistrée en 1947, je ne me rappelle plus à quelle époque. Mais elle était consacrée tout entière à cette énonciation d'une enfance qui était pensée comme dangereuse et ennemie, mais lui en se mettant du côté de l'ennemi précisément. Proposition qui, de nos jours, devient une rengaine des bien-pensants et des éducateurs. Mais lui, Genet, dit, vous la constituez comme ennemi, mais c'est moi qui me mets du côté de cet ennemi. Il est de ceux qui font de la peur, justement, qu'il en tire un titre de gloire. Quant à moi, c'est une citation de Jean Genet dans ce texte, quant à moi, j'ai choisi, je serai du côté du crime,
position extrêmement provocante, évidemment. Quand il écrit dans l'emportement d'une invective violente et libre de toute retenue, un vrai basculement, une conversion des valeurs prenant le parti du mal, dont la volonté, le dessein, réel ou fantasmé, sont attribués aux enfants délinquants, supposés désirer leur enfermement même, avec toute sa cruauté de bagne. À cette époque-là, c'est avant la suppression de l'éducation surveillée, et qui nourrit leur révolte. C'est même avant, l'éducation surveillée était plus récente, mais là c'était même avant les lieux d'enfermement que l'on veut rétablir en France tout au moins, des lieux d'enfermement pour les enfants délinquants. Un mot d'histoire, après 1945, il y a eu une tendance à la libéralisation de toutes ces mesures, et ensuite, au contraire, on est revenu dessus. Et à l'heure actuelle, on s'oriente vers des nouvelles formes de renfermement, d'enfermement. Je n'ai écrit justement, après ces mesures qui avaient été prises, mais par une sorte de paradoxe, il voit que ces mesures humanitaires sont en fait extrêmement inadaptées, parce qu'elles sont encore, d'ailleurs, des mesures de contrainte, d'une contrainte plus douce, mais qui n'en reste pas moins la situation de l'enfant sous le regard pédagogique et sous ce que j'ai appelé moi-même le panoptique de l'enfance, c'est-à-dire cette visibilité intégrale qui fait qu'il n'a plus de possibilité de se ressaisir et de se subjectiviser lui-même qu'à partir de la protestation et de la violence, étant donné que la tendance pédagogique est de lui ôter tout son secret, de le noter, de le catégoriser intégralement, de le ficher intégralement. Dans une vision authentiquement manichéenne, le monde de Genet se divise et en deux camps hostiles et irréconciliables, celui de la société dans son ensemble, de ses auditeurs potentiels, le vôtre, c'est-à-dire il devait s'adresser à la radio, alors il disait le vôtre, votre monde, le monde des valeurs, des forces traditionnelles et installées, et l'autre, le tout autre, l'enfer ou ciel, d'un retournement des valeurs au sens nietzschéen, à l'état pur, celui des jeunes délinquants, de l'enfant criminel, qui est aussi le sien, puisqu'il a été l'un d'eux et continue à l'être par son choix. Il est, comme le dira au cours d'un autre entretien, comme il le dira au cours d'un autre entretien qui a donné le titre à ce livre, l'ennemi déclaré, se voulant, se peignant étranger à une société dont il refuse tout. Il est le porte-parole, témoin, interprète, tout cela à la fois. Il écrit pour l'enfance criminelle, à son adresse et en son nom. Du moins se permet-il de passer de l'autre côté, du point de vue de l'ennemi, de la possibilité de sa constitution à partir de l'acte fondateur de la rupture, dans le mouvement toujours ambigu, bilatéral de l'exclusion. L'exclusion n'est jamais passive, purement reçue et subie, elle est voulue, elle est un acte de sécession partant d'affirmation de soi comme des autres, associés du même bord. L'enfant criminel, c'est aussi la naissance de ce qu'on pourrait appeler un peuple enfant, comme la sécession sur l'Aventin à Rome, au début de la République, fut un acte de naissance du peuple romain qui a ajouté au Sénat de Populus Cui Romanus. Donc le peuple romain s'est retiré pour être visible. Il y a dans cette constitution un ennemi, cette constitution en ennemi, veux-je dire, de l'irréversible et de l'affirmatif, et l'on comprend comment elle peut être une des bases du dispositif naissant, du rapport ambigu, certes à la fois contradictoire et utopique, mais chargé de virtualité, de puissance encore inexplorée. L'ennemi refuse la protection, il n'a que faire de la pitié, c'est la position de Genet dans ce texte. Il proclame la séparation et la haine, irrécupérable, irréductible. Il faut aller jusqu'à lui, jusqu'à cet excès, si l'on veut ne pas rester en deçà de la jeunesse actuelle, de la crise générale de la société relativement à elle, jusqu'à cette intimité déclarée
est fondamental, constitutif sous peine de ne procéder jamais qu'à de lamentables replâtrages. Ce qu'indique positivement Genet dans cette hostilité, donc, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin que toutes les mesures humanitaires qui sont prises. Il s'adresse plutôt là aux gens de gauche, aux gens qui veulent résoudre positivement le problème, mais il leur dit, mais allez beaucoup plus loin parce qu'il faut que vous preniez parti, mais à côté, justement, et de ce côté qui est le mien, c'est-à-dire du côté de l'ennemi de cette société. Il faut aller jusqu'à lui, jusqu'à cet excès, si l'on ne veut pas rester en deçà de la jeunesse actuelle, de la crise générale de la société relativement à elle, jusqu'à cette inimitié déclarée et fondamentale, constitutive, sous peine de ne procéder jamais qu'à de lamentables replâtrages. L'échec de ces mesures éducatives est fatal pour qui n'a pas voulu affronter l'ennemi et d'abord raisonner à partir de lui, de sa nécessaire constitution dans le cadre de la formation de la société contemporaine et du dispositif de l'enfance et de la jeunesse qui lui est inhérent. Ou en d'autres termes, la société contemporaine s'est édifiée et élaboré son éducation, son système éducatif de telle manière que sa jeunesse a été constituée en ennemie et en délinquante. En même temps, par contre-coup, sa jeunesse a produit délinquance et inimitié. Là j'ai mal écrit, inimitié réelle. Elle ne peut basculer de son côté qu'en donnant raison à ses détracteurs. Mais cette conversion, ce changement de signe et de sens est inévitable. Dans l'hypothèse toutefois que l'ensemble des valeurs de la société dominante soit chez et par la jeunesse contestée et renversée, que le choix du mal soit un signe distinct, non équivoque de ce renversement. Le mal, c'est-à-dire la contestation, la révolte. Genet, c'est le paradoxe du choix solitaire qu'il a fait, celui du réprouvé, de l'exclu, du blanc qui revendique ce qu'avait fait Genet, je suis un noir. Ce mal revendiqué que Genet attribue à l'enfant criminel, qu'il apparente aux brigands, aux bandits, aux vagabonds, d'une tradition teintée de romantisme, nourri d'un désir de transgression, je l'appellerai volontiers un mal classique. Mais il en est un autre que n'alimente pas la transgression, mais tout au contraire le mal, le désir insatisfait de la conformité, de la jouissance possessive. Cette hostilité directe et pour ainsi dire naïve se double d'une autre forme de violence plus subtile et masquée, faite à la fois de révolte et d'adhésion. Si la première a Genet pour porte-parole, la seconde, c'est chez Pasolini que nous pouvons la découvrir. À la jeunesse ennemie, il faut ajouter la jeunesse, c'est ce qu'il explique dans certaines de ses œuvres, la jeunesse conforme et conformiste. Ajouter, associer et peut-être entrevoir que ce ne sont pas deux jeunesses différentes, opposées, mais la même. Ennemie et conformiste dans ses valeurs, latente et proclamée. Il y a là un second aspect auquel on doit être aussi particulièrement sensible à l'heure actuelle, bien qu'il ne concerne pas exactement le problème de la violence tel qu'on l'entend couramment, et même à la limite présenterait son envers, son inversion, mais qui reste inséparable du dispositif de notre jeunesse, de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est le conformisme moral et idéologique qui, sur bien des points, l'a fait apparaître comme en recul, en retard sur ses aînés. Ce paradoxe d'une jeunesse conformiste qu'a étudié Pasolini, ayant abandonné les idéaux de la génération précédente et se moquant de ses avancées, base sur laquelle va se greffer une nouvelle violence et qui, en elle-même, constitue une violence propre et un scandale. Paradoxe auquel a été particulièrement sensible, qu'à vrai dire, il a été le premier, sinon le seul, à relever en le constituant en thème de toutes les réflexions, ses interventions des années 1970. Le conformisme de la jeunesse et même le double conformisme, car il y a un conformisme du révolté, un conformisme de la révolte, et écrit Pasolini dans les lettres luthériennes, doublant le premier
transformant le crime en saloperie. C'est le moment, le tournant, pour employer les termes de Rousseau, où le polisson devient un fripon, ou pour mieux dire, toutes les qualifications en ce domaine pouvant se nuancer de tonalités contradictoires, affectueuses et élogieuses, où se forme le salaud dans le langage de Sartre, cette fois le petit salopard, qui existe également parmi cette jeunesse, mais qu'il faut voir non pas du côté de l'enfant criminel de Jean Genet, mais au contraire du côté de cette nouvelle jeunesse conformiste qui a été constituée. C'est une nouvelle ligne du dispositif, le dispositif du consumérisme, éparse dans toute l'œuvre de Pasolini. Cette ligne s'exprime particulièrement dans ces lettres luthériennes dont je viens de parler. La société de consommation, le nouveau capitalisme et plus récemment la mondialisation ont imposé aux jeunes l'uniformisation des goûts et des idées sur un modèle nouveau, sur un modèle convenu, qui corrode les idéaux, les perspectives enthousiastes. Le réquisitoire pasolinien est enflammé, partial, injuste à sa façon, aussi impossible que l'est celui de Genet dans sa profession de foi de l'enfant criminel. Cet impossible, pourtant, est aussi une lumière qui nous oriente. J'avais cité un texte de Pasolini ici, vous l'avez en italien, donc c'est pas la peine de le mettre dans la traduction, mais je le lis quand même. En le lisant, c'est une violence qui se trouve au contact de ces deux groupes sociaux que Pasolini repère un peu partout, c'est-à-dire dans son œuvre, les pères et les fils. Les fils qui nous entourent, surtout les plus jeunes, les adolescents, sont presque tous des monstres. Leur aspect physique est presque terrifiant et lorsqu'il ne l'est pas, il est fastidieusement triste, d'horribles toisons. C'est en 1914 qu'il écrivait cela. D'horribles toisons, des chevelures caricaturales, des teints pâles, des yeux éteints, ce sont les masques de quelque initiation barbare, mais barbare d'une manière bien morne, ou bien ce sont les masques d'une intégration diligente et inconsciente qui n'éveille pas la compassion. Ces lignes, ah oui, en 75, je m'ai vu, à la veille de son assassinat, effectivement. Et elles sont caractéristiques de ce temps et de lui-même, un petit peu de son idiosyncrasie. Ceci reste toutefois largement décelable encore parmi nous, avec par exemple des bermudas géants, des pantalons dont l'entrejambe se dessine aux genoux, la défiance instillée et généralisée par une propagande pudibonde à l'égard de tout contact avec les adultes, toute chose particulièrement repoussante pour quelqu'un dont l'idéal de la séduction est à chercher du côté de la jeunesse ouvrière des années 1930. Je veux dire ça pour le cas de Pasolini, 1930 ou 40 ou immédiatement après la guerre. La 30, c'est un petit peu tout. Il était encore peut-être trop jeune pour s'en faire une idée précise. Une jeunesse virile mêlée au peuple qu'elle coudoie et, pour ainsi dire, innerve, irrigue. Alors qu'en la nôtre, tout est rejet et répulsion. Après avoir élevé entre eux et les pères des barrières tendant à reléguer ceux-ci dans un ghetto, ils se sont trouvés eux-mêmes enfermés dans un ghetto opposé, écrit Pasolini, dans le même texte. Au mieux, ils agrippent les barbelés qui clôturent le ghetto en regardant vers nous qui sommes encore et malgré tout des hommes comme des mendiants désespérés, nous demandant quelque chose du seul regard, puisqu'ils n'ont ni le courage, ni sans doute la capacité de parler. Quant à ceux qui ne sont ni les meilleurs ni les pires, et ils se comptent par millions, ils n'ont aucune expression, ils sont l'ambiguïté incarnée, leur regard fuit, leur pensée est perpétuellement ailleurs. Et ils ont trop de respect ou trop de mépris à la fois, trop de patience et d'impatience. Ils ont appris quelque chose de plus par rapport à ceux qui avaient le même âge, il y a plus de 10 ou 20 ans, mais pas assez. Et il écrit ensuite, l'intégration n'est plus un problème moral, la révolte s'est codifiée, au pire ce sont de véritables criminels. Combien sont ces criminels? En réalité, presque tous pourraient l'être.
il n'y a pas un groupe de jeunes que l'on rencontre dans la rue qui ne pourrait être un groupe de criminels, aucune lumière dans leurs yeux, leurs traits sont des traits altérés qui les font ressembler à des automates sans que rien de personnel ne vienne les marquer de l'intérieur, leur stéréotype les rend suspects, leur silence peut précéder une anxieuse demande de secours, quel secours, ou bien un coup de couteau à Genève. Et à la face glorieuse, donc romantique du criminel, Pasolini oppose d'une façon qui peut paraître tout à fait paradoxale et contradictoire, puisqu'il y a entre Genet et Pasolini, au fond, une très profonde alliance de vue générale et de sensibilité. Pasolini oppose son autre face, celle de son abjection, celle du criminel en quelque sorte positiviste et désenchanté. L'adoption de la consommation et de ses thèses a privé la vie de toute aura, c'est-à-dire de toute illumination, de toute auréole, comme la culture, non pas une contre-culture combative, mais cette sous-culture universellement adoptée et uniforme de toute possibilité, de tout désir de résistance. La jeunesse nouvelle n'a plus d'idéal et de fin, cette nuova juventud, et la nouvelle violence ne trouve à s'exprimer que sous la forme de la brutalité pure et simple, d'un désir de destruction sans négativité réactive, guidé par un pur et simple ressentiment. Ce qui m'amène à cette incursion sur violence et brutalité qui, elle, appartient à Genet, dans laquelle il a établi une distinction très importante qui permet justement de ne plus manier ce mot de violence d'une façon très vague, mais voir la violence constructive et la violence négative. C'est Genet encore qui formulait cette opposition éclairante, tenant moins d'ailleurs aux mots elles-mêmes qu'à leur visée propre. Ce n'est pas une question de mots, on pourrait les inverser, mais c'est l'intention qui est. La violence est affirmative, inhérente à la vie heureuse, alors que la brutalité est réactive, mortelle, triste. La violence est celle du grain de blé, c'est de Genet, ça, qui lève germinal. La brutalité découle du pouvoir qui opprime, brutalité du système même si elle peut être l'expression d'un individu, mais en tant que lui-même, elle réfère à un système, s'appuie sur lui, agit contre autrui en raison de ses conventions. Brutalité, par exemple, du flic, du garde-chiourme, ou celle d'un jeune lorsqu'il se mêle de vouloir faire régner son ordre de bande dans un quartier, ou lorsqu'il accomplit une violence à l'égard d'un plus faible. La violence est du côté de la liberté, la brutalité de celui de l'oppression. La brutalité de celui de l'oppression, le geste brutal est le geste qui casse un acte libre, écrit Genet. Pour s'actualiser, et pour l'actualiser ce propos, et puisque j'ai commencé à citer des films, je choisis ici dans un récent film qui s'appelle Tomboy, un film écrit en français, la remarque, il y a là un petit jeune qui est assez gentil d'ailleurs, qui dit à une fille qui est accusée d'en avoir embrassé un autre, non pas un garçon mais une fille, en disant « c'est dégueulasse ». Donc il applique par là même un conformisme brutal et se rend en quelque sorte complice de l'homophobie générale des adultes eux-mêmes, et où se manifeste justement la brutalité dont parle Genet. On saisit sur le vif le passage d'un petit voyou sympathique, par exemple, comme il y en a aussi chez Pasolini, à un petit salaud, comme il y en a également dans Una vita violenta, par exemple, qui est très, très intéressante sur cette ambiguïté. Il y a une représentation du voyou, mais c'est également un salaud. Donc il y a deux aspects qui fait que les formes de cette brutalité peuvent se loger à l'intérieur des formes de la violence. La brutalité vient s'opposer à la violence, la dynamique, je veux dire encore, à une dynamique de vie interrompue qui est la vie même,
Et il précise, en ouvrant, c'est Genet qui dit cela, en ouvrant la liste des brutalités qui ne sont pas toujours directement perceptibles, la brutalité prend les formes les plus inattendues, qui ne sont pas toujours décelables immédiatement. L'architecture, alors il cite, c'est Genet qui cite, l'architecture des HLM, la bureaucratie, le remplacement du mot propre par ou connu par le chiffre. C'était avant la numérisation généralisée, ça. Donc, il l'exprime dans un langage qui, même étant assez récent, puisque c'est en 86, c'est quand même assez ancien. Le remplacement du mot propre par le chiffre, prévalence sur la coutume, la progression des peines de prison, l'inflation de la pénalisation, donc l'usage du secret empêchant une connaissance d'intérêt général, l'inutilité de la gifle dans les commissariats, le tutoiement policier envers qui à la peau brune, la courbette obséquieuse devant le pourboire et l'ironie ou la grossièreté s'il n'y a pas de pourboire, la marche au pas de loi, le bombardement d'iPhone, ça c'est ancien, c'est à l'époque de la guerre d'Indochine, la Rolls-Royce à 40 millions, on pourrait dire également les sommes extravagantes qui sont accumulées par les financiers et les capitalistes, concluant pour prévenir tout commentaire qui trouverait cette liste un petit peu ancienne et un petit peu naïve. Aucune énumération ne saurait épuiser les faits qui sont comme les avatars multiples par lesquels la brutalité s'impose et toute la violence spontanée de la vie, continuée par la violence des révolutionnaires, sera tout juste suffisante pour faire échec à la brutalité organisée. J'ajouterai, en tant que le plus frappant indice de la brutalité, son critère même et le caractère à l'heure actuelle irrévocable des peines pour les jeunes, l'arrogance impassible de la justice, l'inflation des lois, l'immixtion de la justice dans les lieux d'enseignement eux-mêmes, autrefois protégés, provoquant par contre-coup les réactions qui peuvent être brutales de la jeunesse et suscitant sa haine. Donc c'est le dispositif lui-même qui, dans sa brutalité, va susciter cette violence réactive. Celle-ci se greffe sur ce sentiment de l'irréversible qui enserre jusqu'au sein de l'école l'enfant dans son étau. Le pire est que cet état de choses finit par sembler naturel, par façonner aussi l'âme de ses victimes, cette âme éteinte ou réécrite, et c'est une expression que j'emploie dans un ouvrage récent, décrit Pasolini dans les pages où il désespère de la nouvelle jeunesse. Cette dernière ne fait qu'adopter le comportement brutal du conformisme en déformant, niant, abandonnant toute idée de violence constructive, de violence positive, par conséquent, et révolutionnaire. Et là est la question, le problème majeur de notre société dans le cadre du nouveau dispositif en place, je vais avoir terminé, du nouveau dispositif en place, posé à la faveur de ce dispositif même et par lui. Et problème afférent, connexe, on se demandera alors comment faire, comment en sortir, comment faire pour que la brutalité de la jeunesse actuelle, improprement qualifiée de violence, devienne partie prenante, force vive de l'histoire en train de se faire. Comment prendre en charge les puissances positives de la violence vraie, de l'enfance et de la jeunesse, au service d'une éducation qui ne soit pas simplement conçue comme une contrainte, un dérivatif ou un alibi inefficace. Ce problème, c'est parmi les modernes, c'est Charles Fourier, il faut en chercher l'énonciation, ainsi que les propositions de réponse, et c'est chez lui, il y a une émergence et formulation du vrai problème, alors que d'une certaine façon, dans les conceptions et dans les termes, il ne peut sortir de la confrontation entre la violence et l'éducation que de faux problèmes, au sens où Bergson entendait
les faux problèmes et cet idéal également proposé de non-violent, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour faire court et pour satisfaire uniquement à la tâche d'introduire et de savoir formuler un problème, je me contenterai de clore cet exposé, par conséquent, et de placer peut-être notre colloque sous le signe, l'exergue, qui est aussi une proposition à penser de la classification qu'a donnée Fourier au prologue de son éducation harmonienne des systèmes éducatifs en cours dans nos sociétés actuelles, qu'il appelle les sociétés des civilisés. C'est un quadrille, c'est-à-dire qu'il y en a quatre éléments des systèmes en cours, qui est complété, comme il soulage les Fourier, par ce qu'il appelle un pivot. Donc, il y a plusieurs éducations. On parle de l'éducation, mais en fait, il y a l'éducation dogmatique, qui est l'enseignement des maîtres et des professeurs, qui est une éducation, ce qu'on appelle couramment l'éducation. Puis, il y a l'éducation insurgente, qui, en regard, et l'entraînement des camarades qui sont toujours rebelles et prêts à la révolte. Le langage de Fourier, elle est donnée cabalistiquement par des camarades en ligue turbulente qui ne songent qu'à quereller, briser, piller, incendier dès qu'ils jouissent de la moindre liberté. Cela a été écrit en 1816, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc tous ces phénomènes que l'on dit découvrir à l'heure actuelle étaient déjà en germe dans les formes contemporaines à cette époque de l'éducation. Puis l'éducation cupide, qui est celle donnée par les pères de famille et qui ne se confond pas avec les leçons de l'école et qui prêche la morale civique et le désintéressement individuel, ce que Fourier appelle des balivernes libérales, c'est-à-dire des propos qui sont du pur flatus vocis et qui n'ont pas de portée dans le réel, et puis celle qui est ce qu'il appelle l'évasive, qui n'existe pas à l'heure actuelle parce qu'il n'y a plus de valets, il n'y a plus de domestiques, mais c'était cette éducation qui se trouvait chez les domestiques pour les enfants et qui a été surtout traitée d'une façon tout à fait magistrale ou évoquée par Henry James dans le tour d'écrou. Enfin, l'éducation absorbante ou mondaine, celle du monde à l'orée de la sortie de l'éducation, en fait, à la majorité, effectivement, toutes ces éducations n'ont plus aucune signification puisqu'elles se dissolvent dans les rapports conflictuels qui sont ceux de la société ambiante. Il convient surtout ici de le mettre en regard, ce tableau, en le joignant à celui-ci, celui que propose Pasolini dans ses lettres pédagogiques qu'il a publiées à la suite des lettres luthériennes. Peut-être que c'est celle-ci, d'ailleurs, qui s'appelle aussi luthérienne, je ne sais pas qui, s'adresse à un gamin napolitain qui s'appelle Gennariello, un tableau qui forme une sorte de quadrille aussi, insérant à titre de partie seconde et minime de l'éducation, celle des professeurs et des éducateurs de profession, et qui accorde une place préférentielle aux camarades, surtout aux pères et aux mères également. L'éducation est plutôt familiale, mais c'est également celle des camarades et celle des choses d'ailleurs aussi. L'action venant des choses, le langage des choses, dit-il, que complète pour nos contemporains comme en pivot, celle la plus universelle et la plus redoutable, de la presse, c'est Pasolini qui le signale, de la télévision, ce qu'il appelle ces épouvantables véhicules pédagogiques auxquels il n'y a aucune alternative. Toutes ces choses semblent acquises et irréversibles et avec lesquelles nous ne pouvons nous empêcher de fonctionner. Mais le rôle de la philosophie, justement, n'est-il pas précisément de mettre en échec le consensus et de déséquilibrer l'irréversible en réveillant les virtualités en sommeil? Écrit bien évidemment, je parle du texte de Pasolini, écrit bien évidemment avant le téléphone portable et l'Internet, ce cadre qui pose de nouveaux problèmes,
qu'il s'agira peut-être d'envisager, se quadrille comme base pour la compréhension du dispositif dans lequel la jeunesse contemporaine se produit et se déploie. Je me s'était mal exprimé, je voudrais dire que ce quadrille est peut-être considéré comme une base de réflexion là-dessus. Fourier raisonne, spécule dans et pour un monde où la violence de la jeunesse peut être encore traitée comme potentialité porteuse d'espoir, où ses forces sont fraîches, naïves et simplement inemployées. Il propose la solution du problème, le salut de l'enfance, dans la reconversion de sa marche passionnelle, une solution collective qui, loin de changer les passions, les accroît et les exalte, en faisant servir leur violence, leur vice, il faut remonter à l'étymologie latine virs, virtu, au bien public dans un dévouement sociétaire. L'élément nouveau, le supplément apporté par Pasolini et son constant tragique du conformisme de la jeunesse et même d'un double conformisme qui n'affecte pas tant un conformisme par imitation de la génération antérieure qu'un conformisme d'une nouveauté redoutable, celui du consumérisme auquel s'associe le conformisme de la révolte et de l'opposition, comme il l'a bien montré. Et cela jette les jeunes dans la rue et dans la violence au nom du consumérisme même. A-t-il raison, en partie peut-être, à voir que bien des actes et des scènes de brutalité qualifiées de violence se résolvent en pur et simple pillage, raquettes, actions dirigées contre les jeunes eux-mêmes dont ils sont victimes. Donc, dans l'analyse de la violence, on ne peut pas méconnaître non plus tout cet aspect du problème. En face de Fourier, Pasolini ne s'adresse pas au collectif, il ne spécule pas sur lui, sur le nouvel élément qui est entré dans le dispositif, celui du double conformisme de la jeunesse, celui du double conformisme de la jeunesse détournée, je pense, du majoritaire. Je ne sais pas ce que j'ai mis. C'est minoritairement, c'est ça. Oui, c'est ça. En face de Fourier, Pasolini ne s'adresse pas au collectif, il ne spécule pas sur lui, sur le nouvel élément qui est entré dans le dispositif, c'est-à-dire le majoritaire, mais c'est minoritairement, en affirmant sa minorité, sa marge, sa singularité, son exception, que le jeune peut parvenir à transformer la brutalité de son entourage, de son socius, en violence positive. Je dirais, c'est ça, que dans la fin de ce texte, je propose deux éventualités qui ne sont pas du tout contradictoires l'une avec l'autre. C'est peut-être l'une qui envisage des processus qu'on appelle des processus de subjectivation, l'une qui insiste sur cet aspect minoritaire et marginal qui peut pousser le jeune vers la création, vers une singularité créatrice, l'autre qui le pousse vers la collectivité, mais non pas une collectivité qui utiliserait les bandes en tant que principe de destruction sociale et d'opposition, mais en tant que participation à l'ensemble de la société. Et opposé. Alors, il faut pourtant nous emparer de la et nous associer justement à ces possibilités pour construire ce vrai problème dont nous cherchons la formulation entre Genet, Fourier, Pasolini, opposer la violence créatrice à la brutalité ambiante, changer la marche des passions tout en les exaltant elles-mêmes. Genet écrit « Il n'y a pas de passion mauvaise, il n'y a que de mauvais développement ». Donc c'est le dispositif, c'est le cadre dans lequel les jeunes et enfants sont situés qui conduisent à ces mauvais développements. Et substituer à la morosité d'une vie sans issue une volonté de rayonnement, mot rayonnement que j'emprunte à Pasolini, qui l'avait utilisé dans ses lettres à ce jeune enfant imaginaire qui était son destinataire, Gennariello, auquel il conseille de rayonner. Ne te laisse pas tenter par les champions du malheur, de la hargne stupide, du sérieux joint à l'ignorance, sois joyeux, rayonne, en opposant ce type de violence, c'est-à-dire de violence au sens de vice, de vertu,
à ce qui serait la violence destructive du brutal. Je termine ici, mais en complétant. Mais on ne l'a pas traduit, c'est ennuyeux. Si vous pouviez traduire à la suite ce que j'ai écrit ici, j'avais trouvé dans le journal Libération, tout récemment, une lettre d'une jeune femme qui était à la fois mère de famille et professeur, qui répondait dans un article à une nouvelle que lui donnait l'établissement, le lycée dans lequel était un de ses fils, en disant que la numérisation du lycée... Conclude leggendo un articolo che ha trovato sul giornale Libération, che non è tradotto, una lettera scritta da una donna che è sia madre che professoressa. C'est ça. Alors qu'il disait, le proviseur du lycée proposait de la tenir au courant par information numérique de toutes les évaluations de notes, de conduite que l'on donnait à son enfant, et elle répond qu'elle n'en veut pas du tout, parce qu'elle écrit ces phrases tout à fait intéressantes. Élever, c'est veiller sur et non pas surveiller. I professori le hanno proposto di tenerla al corrente di tutti i voti del figlio al liceo tramite sistemi informatici, mail, e lei invece non ha voluto, perché ha detto che vegliare non è sorvegliare. Et je termine par cette formule, pour ne pas parler indéfiniment, c'est que je ne me méfie pas de mes enfants, je leur fais confiance. Ils ont le droit de me mentir, de ne pas dire qu'ils ont eu une mauvaise note, ils ont le droit de penser du mal de moi, d'avoir des secrets qui m'inquiètent, j'ai le temps de faire face à cette inquiétude. Qu'est-ce que ce monde qui, en fichant sous le prétexte de l'ouverture d'un merveilleux espace numérique de travail, fabrique à la fois du définitif et de l'immédiat? Lei ha risposto, non ho paura dei miei figli, io do loro, hanno tutta la mia confidenza, hanno il diritto di mentirmi, di non dirmi che hanno preso un brutto voto, hanno il diritto di pensare male di me, di avere dei segreti che non vogliono dirmi. Ho il tempo di far fronte a questa inquietudine dell'infanzia. C'est ça, alors je crois que c'est une conclusion. Je laisse la parole, conclusion évasive, mais qui montre l'orientation dans laquelle on pourrait aller aussi, c'est-à-dire d'étendre ce réseau de surveillance permanente au lieu au contraire, comme c'est la tendance actuelle dans tous les pays, qu'ils soient la France ou autre, d'augmenter au contraire le contrôle et la surveillance qui pèsent sur l'enfance